Bonjour et bienvenue dans Petites Étincelles. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Nathalie Van Tongelen. J'espère que je prononce bien son nom. Nathalie est une comédienne, actrice, doubleuse bien connue. Vos enfants la connaissent certainement via Studio 100. Elle y présente entre autres des émissions comme La Brigade des Spatules. Mais ici, je veux surtout mettre en avant la femme et la maman. Parce que Nathalie est maman de 2 merveilleuses filles, dont une enfant qui est différente. Alors Nathalie, bonjour. Bonjour Valérie, merci d'abord. Je suis extrêmement reconnaissante que tu m'aies invitée et honorée parce que c'est un cadeau que tu me fais de pouvoir m'exprimer sur ce sujet qui évidemment me tient énormément à cœur et qui est aussi, c'est en fait la première fois auquel je dépose vraiment ou... Voilà, déjà je suis un peu émue, excuse-moi, mais merci. Voilà, je voulais t'exprimer ma reconnaissance. Eh bien, ça me touche beaucoup. Et donc, j'étais très touchée par ton histoire. Et puis, on se croise et on travaille souvent ensemble aussi. J'ai la chance de travailler souvent pour Studio 100. Et du coup, on en a parlé. Et effectivement, donc d'abord, on va parler de ton parcours. Qui es-tu en fait, Nathalie? D'où viens-tu déjà? Alors, je suis belge, je suis née en Belgique, à Bruxelles. J'ai passé mon enfance dans la région de Havre. Et à 18 ans, je suis partie, 18-19, je suis partie à Paris pour faire les cours Florent, pour suivre ma grande passion qui est le théâtre. Et j'ai vécu là pendant presque 10 ans. Et j'ai travaillé là en tant que comédienne. J'ai rencontré un homme qui est mon compagnon actuel, qui est liégeois, et c'est pour ça que j'ai déménagé, j'ai tout quitté. Voilà ma vie à Paris, et je suis revenue en Belgique et je suis venue m'installer dans la région liégeoise. Et puis après, donc ici, tu es une figure emblématique, effectivement, comme je le disais, de Studio 100. Tu ne fais pas que ça, parce que tu fais plein d'autres choses. Tu es une comédienne connue. Donc, dis-moi un peu ce que tu fais actuellement. Pour le moment, j'avoue, j'ai beaucoup de chance. Donc, je remercie l'univers pour ça, parce que vu les circonstances, en tant que comédien et artiste, c'est vraiment compliqué. Donc, j'ai beaucoup de chance, puisque je travaille pas mal. Donc, toujours chez Studio 100, que ce soit au niveau des émissions de télé, mais aussi en doublage. On double en ce moment 100% Loup, une super chouette série pour les enfants. Après, je fais aussi plein de choses sur le côté, donc je fais des traductions de scénarios, des choses comme ça. Et j'ai un super projet là dont je suis fan, c'est-à-dire je collabore à l'écriture sur une nouvelle série qui est occupée à être écrite par Tristan Moreau. C'est une série produite par la RTBF, Bardaf Productions et Studio 100. Et voilà, il me fait ce cadeau de collaborer avec lui. Et je l'en remercie beaucoup parce que c'est hyper intéressant et hyper chouette. Voilà. Et du coup, on va parler ici de tes enfants. Oui. Tu es maman de 2 petites filles. Tout à fait. Elles ont quel âge? Alors, j'ai ma grande fille qui va avoir 7 ans début juin, qui s'appelle Alice. Et alors, j'ai ma petite qui s'appelle Juliette, qui a 4 ans. D'accord. Voilà. Et du coup, ta petite Juliette, elle a une particularité, c'est que c'est une petite Juliette qui est différente des autres enfants. Elle a un syndrome. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, donc, on peut dire qu'elle est porteuse de handicap. Après, les mots, c'est toujours compliqué. J'ai pas de soucis avec handicapée, avec différente. Mais je sais que d'autres mamans, d'autres personnes, ces mots sont chargés de beaucoup de choses. Donc, excusez-moi si je suis maladroite parfois au niveau des mots. Mais voilà, elle est porteuse de handicap. Pour moi, de polyhandicap. C'est-à-dire qu'elle ne sait ni parler, ni marcher, ni s'exprimer. Tout est très, très compliqué. Elle a une hypotonie, donc un manque de tonicité, tout ce qui est préhension, c'est dur d'attraper un objet. En fait, tout ce qui fait notre quotidien, tout ce qui est facile à faire, pour elle, ça lui demande une énergie folle. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a toujours pas de diagnostic à ce jour, donc je ne sais pas le pourquoi. On connaît juste les symptômes, par exemple au niveau de son cerveau, il y a des atrophies, donc c'est des petites choses qui sont plus petites au niveau du cervelet, entre autres, ce qui explique l'hypotonie, mais en fait, on ne connaît pas la raison. Donc, on a des tests génétiques. Peut-être que le 11 juillet, la généticienne, on aura peut-être un résultat. Mais si on a un résultat, on parle d'une maladie très très rare, une chance sur des centaines de milliers, je ne sais pas. Mais voilà, c'est des choses très très rares. Alors justement,
Comment vous l'avez découvert en fait? Alors c'était quand elle avait environ 9 mois, elle ne s'asseyait toujours pas. Je suis pas une maman tracassée à la base. Pour ma grande, j'ai laissé faire et si je comparais pas en retard, pas en retard. J'avais assez confiance en la vie et je me dis chaque enfant a son rythme, donc je ne me tracassais pas non plus pour ma petite. D'autant plus, enfin moins encore pour ma petite, d'autant plus que quand c'est le premier, ben voilà, on est toujours plus soucieux. Mais à 9 mois, elle s'asseyait toujours pas et on allait chez l'ostéopathe puisqu'elle était née en siège, enfin elle était en siège dans mon ventre et qu'à chaque étape de la marche, on devait aller la voir. Et c'est elle en fait qui m'a mis sur la piste en disant voilà, il y a un manque de tonicité, va voir tel pédiatre, va le voir telle personne, va voir un kiné, etc. Et de fil en aiguille, on a vu des spécialistes, on a vu pas mal de personnes. Et en fait, on n'a pas eu de mots à la base, handicap ou retard. C'était elle a un petit retard de développement. Ça a mis beaucoup de temps avant d'avoir vraiment, je pense même un an et demi, avant par exemple d'avoir leur reconnaissance de handicap. Parce que je n'avais personne qui me disait les mots. On me disait toujours ça va aller. À un tel point qu'on me disait aussi, déjà le médecin me disait de la crèche m'avait dit il y a rien. Oh, vous inquiétez pas, il y a rien. Oh, vous vous tracassez trop, il y a rien. Et en fait, c'est parce qu'on a fait une IRM et on a découvert à l'IRM qu'il y avait des atrophies cérébrales. Et plus on voyait de spécialistes, plus ils nous disaient que c'était une évidence, l'hypotonie, etc. Mais personne tout le monde était très frileux en fait, parce qu'en fait, en réalité, personne ne sait. Donc voilà. On a eu plein de choses maladroites aussi avec les médecins. Ça a été un vrai parcours du combattant. Mais une fois qu'on a eu la reconnaissance du handicap, on a pu mettre un mot et aller vers une direction, on va dire. Mais souvent, les gens nous disaient ça va aller, elle va aller dans une école normale. Aujourd'hui, elle a 4 ans et elle est dans un centre de jour. Donc c'est comme les horaires d'école, sauf elle a 10 heures de soins par semaine, kiné, ergo, logo, psychomote, tout ça, plus après il y a des ateliers massage, des ateliers snoozelen, plein de choses comme ça, mais qui l'encadrent vraiment de A à Z. Mais c'était pas possible qu'elle aille dans une école normale. Elle a un comportement d'un petit bébé de 9-10 mois environ, hein, c'est très... Oui, je me doute. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes évidemment. Mais évidemment, donc elle prend des petites pièces qu'elle peut mettre en bouche, elle tire les cheveux sans se rendre compte qu'elle tire les cheveux. Donc dans une classe avec 27 enfants, c'est pas possible. C'est pas possible. À un moment, toi en tant que maman, tu te dis mais c'est bizarre, elle se développe pas comme mon autre enfant. T'as dû être inquiète, t'as dû remuer ciel et terre. Oh oui. Là, oui, c'est vraiment ça. Après, on se rend compte que avant d'avoir Juliette, moi, j'avais toujours dit, moi, je pourrais jamais avoir d'enfant handicapé. C'était vraiment, même enceinte, c'est très trash ce que je vais dire, mais si je l'avais appris enceinte, je suis heureuse de pas avoir eu ce choix à faire parce que une fois qu'on se retrouve dans la situation, c'est très différent. Mais j'avais prononcé les mots si je suis enceinte d'un enfant handicapé, j'avorte. J'avais vraiment, je me dis je suis incapable. Et en fait c'est fou comme l'humain on trouve de l'énergie et de la force. Et de la force, exactement. C'est dingue parce que oui, j'ai soulevé des montagnes et là je me dis il y avait plusieurs impossibles qui s'avèrent être possibles au final, parce que je suis souvent tombée face à des murs et au final, je suis arrivée à les contourner. Et c'est fou parce qu'on se retrouve face à des situations vraiment impossibles en fait. On se dit je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Et au final, il y a quand même toujours une solution. Comment ton autre fille, justement, quel est le lien entre les deux? Alors elle s'adore, il y a énormément d'amour. Ça c'est quand Juliette voit sa grande sœur, il y a des étoiles dans ses yeux. Vous lui avez parlé? Vous lui avez expliqué les choses? Oui, à toutes les deux. Hein. À toutes les deux, on leur parle. Alice, je suis toujours à lui demander si elle a pas des questions aussi. Après, je lui explique ça d'une manière différente. Je lui dis, Juliette, elle a des petits bobos dans la tête.
Et c'est pour ça qu'elle a, voilà, parce que c'est pas sa faute, c'est juste qu'elle a des bobos, donc qui sont pas soignables. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces comportements, tous ces retards et tout. Mais elle a toujours vécu en fait avec sa petite sœur différente. Et pour elle, ça n'existe pas en fait la différence. C'est ça ils nous apprennent. Mais je pense que c'est ça qui est magnifique. Ils ont tout compris. Hein. En fait, c'est ça. C'est que nous, on parle de différence. Là, j'annonce aussi, j'en parle comme ça parce qu'il faut que je cite quelque chose. Tout à fait. Mais en fait, c'est vrai. C'est ça le bonheur avec les enfants, c'est qu'ils sont tous pareils, en fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est juste un être humain, point barre. C'est ma petite sœur, quoi. Et puis voilà. Et du coup, je suppose que même si on lui fait une remarque ou quoi, elle doit... Une remarque par rapport à sa petite sœur ? Oui, c'est peut-être déjà arrivé à l'école. Mais j'ai pas l'impression. En fait, parce qu'en plus, Juliette, je l'emmène aussi à l'école et elle est plus considérée comme mascotte et mignonne que... Je n'ai pas... En plus, ils sensibilisent vachement à l'école, donc c'est une école de village. Donc je n'ai pas eu... Non, en tout cas, pas que je sache, et je pense qu'elle m'en aurait parlé. Elle est plutôt fière d'avoir une petite sœur handicapée parce qu'elle a une super voiture avec une super poussette et du matériel très très spécial. Donc qu'elle peut essayer parce que je lui laisse essayer parce que voilà, je me dis elle a le droit aussi et comme ça lui est pas interdit, il y a un truc un peu fun. C'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup d'intérêt aussi pour sa petite sœur, donc on essaye de réserver des journées rien que pour la grande parce qu'on en parle beaucoup, Juliette, et je pense que voilà, elle doit quand même ressentir. Donc on essaye d'être à l'écoute. Maintenant, on fait au mieux. On essaye de faire au mieux. Et le papa, comment il a réagi ? Parce qu'on sait toujours que la sensibilité peut être différente ou l'approche d'un homme peut être différente. Tout à fait. C'est difficile de parler pour lui parce que j'ai peur de me tromper aussi par rapport à son ressenti. En gros, je dirais, il a plus été dans la fuite à la base. Puis bon, en tant que maman, je pense que la plupart des mamans, celles qui prennent tout à charge, ça l'est encore. Parfois, je n'en peux plus parce que je me sens très seule. Mais je sais qu'il est là et il est très très présent. C'est un super papa. Il adore ses filles. Il est rempli d'amour. Il fait avec les outils qu'il a aussi. Mais j'ai l'impression qu'il va plus essayer de me soutenir pour que je puisse soutenir et aider les enfants. Mais voilà, il s'adapte et c'est tous les jours en fait on rééquilibre nos relations, ce qu'on fait pas. Mais ça, c'est important que tu le dises, c'est rééquilibrer la relation parce que je suppose, et sans rentrer dans les détails du tout, c'est que même le couple, ça a dû être quand même un choc et du coup, la relation a peut-être été différente entre vous. C'est dur parce que même, voilà, au jour d'aujourd'hui, nos week-ends, c'est dur pour moi de le dire parce que le vendredi, j'appréhende le week-end. Parce que les week-ends sont très difficiles, parce que pour le moment, Juliette pleure beaucoup. Elle crie, en fait. Et elle peut crier pendant toute la journée, sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Elle a des pauses et tout. Et en fait, on est dans une impuissance, parce que, comme un petit bout, on essaie de donner à manger, de l'allonger, de la faire dormir. Et à un moment où, est-ce qu'elle a mal? Et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête parce qu'il y a des troubles du spectre autistique, donc voilà, c'est très compliqué. Et forcément, le couple, on s'oublie complètement puisqu'on n'a plus de moments à deux et même à trois avec Alice. Et donc oui, on essaie de projeter des moments pour se retrouver vraiment tous les deux en tant qu'amoureux. Mais on se lâche pas. Il y a vraiment un côté de vase communicant. Quand on voit l'autre qui s'effondre, on essaie de remonter. On s'équilibre. J'ai beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie. C'est mon amour. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? 10 ans. Ouais. Et vous êtes entourée, il y a de la famille qui vous aide, ou des amis, comment ça se passe ? Oui, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai de la famille, j'ai mes parents qui sont vraiment toujours là. Ils sont incroyables. Je dirais que c'est plus les mêmes personnes. Ils ont été super quand j'étais petite, mais ils étaient plutôt tu te débrouilles. C'est ce qui m'a appris aussi à me forger. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont vraiment là en tant que soutien, aide. Je peux les appeler un peu quand je veux. Et ils sont présents. Je suis tellement reconnaissante. Sans eux, je sais pas comment je ferais. C'est vraiment, je travaillerais plus.
je pense que je pourrais pas travailler. Mais c'est ça qui me marque aussi chez toi, c'est ce peps que je connais légendaire, c'est cette Nathalie qu'on voit, je sais que tu restes une comédienne aussi, mais tu restes quand même, t'es quelqu'un toujours avec un sourire énorme, et puis derrière, il y a quand même, parce que ça doit quand même être de la grande souffrance. Oui, c'est ça qui me porte aussi. Je me raccroche à mon travail quand je vois les enfants. Bon, avec le corona, c'est limité, mais quand même, quand je vais en doublage ou quand on tourne, je m'accroche à ça, je m'amuse et c'est mon échappatoire. C'est vraiment là où je peux rigoler et profiter et pour me recharger un peu les batteries. Mais c'est vrai que je pleure beaucoup, en vrai, je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup pour le moment et depuis 4 ans, voilà, mais en même temps, j'ai de la chance de pouvoir pleurer aussi pour éliminer ça et repartir et je fais beaucoup de développement personnel et j'essaye de voir, j'ai ce sentiment-là, je l'expulse, maintenant, c'est pas constructif, ça sert à rien, allez, qu'est-ce qui va pouvoir être utile? Et la joie, et plus on en donne, plus on en reçoit, plus c'est un moteur, et on en a besoin. Est-ce que vous vous êtes senti soutenu ou pas par le secteur médical? Alors, il a dû y avoir des belles et des mauvaises rencontres, puisqu'il y a des gens, je pense qu'on en parlait, qui n'ont pas, ça peut être des médecins incroyables, mais qui n'ont aucune psychologie. Au début, ça a été dur parce qu'on a rencontré des personnes pas très empathiques, très maladroites, et donc on reçoit des informations très très violemment. Déjà, il y a l'info en soi, mais il y a la manière d'eux qui est très 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 violente. Après, on a rencontré des étincelles, hein, vraiment des personnes incroyables. Maintenant, je me suis vraiment sentie seule, vraiment sentie très très seule pendant les 3 premières années. Parce que même si on rencontre des personnes incroyables, vu qu'on ne sait pas ce que c'est et vu que je voyageais dans le flou, avant de trouver les personnes spécialisées qui correspondent à mon enfant, ça m'a mis vraiment 3 ans. Mais j'ai été très soutenue, même à la crèche, les puéricultrices étaient incroyables. Mais en tout cas, des spécialistes, j'avais la kiné qui était formidable, les 2 kinés qui ont été vraiment super. Mais voilà, c'était dur, c'était vraiment dur, beaucoup de solitude. Mais les médecins violents, il y a 10 jours, j'en ai rencontré un. Que s'est-il passé? Et ça a été très 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 violent. Je me suis fait agresser, pour moi c'est vraiment le mot, devant tout le monde dans la salle d'attente parce que j'avais ma petite fille dans une poussette ordinaire entre guillemets, c'est PMR, donc pour personnes à mobilité réduite, mais c'était pas un siège coq. J'épargne les détails, que je ne possédais pas pour ce genre de transport. Et en fait, je me suis fait incendier devant tout le monde dans la salle d'attente, sous-entendu que j'étais une mauvaise mère. Au début, j'ai vraiment gardé mon sang-froid et essayé d'expliquer que je ne possédais pas ce genre de poussette. Enfin, voilà, ça a été un peu compliqué. Mais ça a été tellement violent que aussi moi je me suis sentie tellement coupable parce que je me suis dit mais je fais du mal à mon enfant en la transportant comme ça. Et en même temps on se retrouve dans des situations où on n'a pas trop le choix parce que il faut qu'on aille travailler avec telle voiture et que cette grosse poussette, parce qu'on en a une grosse poussette, c'est hyper difficile à manier, il faut la voiture spécialisée, enfin c'est un casse-tête monstrueux. Et quand je suis sortie de là, je me suis effondrée. C'était très très violent. Donc je n'irai plus. J'ai posté d'ailleurs une vidéo à ce sujet avant-hier. Et ce qui est terrible, c'est que j'ai vu beaucoup de commentaires et que je suis loin d'être la seule. Et je me dis que c'était important d'en parler parce que je pense que ça libère la parole et peut-être que ça va un peu changer les choses. Même si a priori déverser comme ça ma tristesse, c'est pas mon truc à la base. Il y a un moment où je me suis dit mais ça peut pas continuer, et puis je n'avais plus la force d'en rire. Il y a un moment où ça dépasse. Mais je sais que moi ça passera parce que je suis bien entourée, parce que j'ai plein de bonnes choses et que d'autres médecins m'ont bien rassurée. Mais je sais que c'est violent parfois pour d'autres personnes qui ont moins de chance que moi. Et justement, je me dis que financièrement, ça doit être quand même très compliqué.
Il y a ça, et puis comme tu dis, il doit y avoir peut-être des mamans célibataires à qui ça arrive. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes? Mais le problème, c'est que en fait, avec le Covid, on n'a plus de réunions des parents, des rassemblements, des associations. Je m'étais inscrite dans des associations où on avait des rendez-vous comme ça, et tout a été annulé du jour au lendemain, alors que un mois avant le Covid, je m'étais inscrite. Et puis mon problème, c'est que j'ai pas de diagnostic, donc rentrer dans des groupes, c'est compliqué parce qu'en fait, je n'ai pas d'enfant porteur de trisomie, donc je vais pas aller dans ce groupe-là. Je n'ai pas d'enfant autiste, voilà, donc je vais pas rentrer. Donc je ne sais pas en fait ce que vivent les autres parents avec les réseaux. J'ai découvert ça il y a 1 an. Les réseaux. J'ai vu en fait beaucoup de mamans, et là j'ai pris contact quand même avec quelques mamans. Je suis des mamans et on se soutient et ça fait du bien. Mais je pense beaucoup aux mamans. Moi j'ai beaucoup de chance, hein. Financièrement je gagne quand même bien ma vie. J'ai beaucoup de chance. Mais je trouve ça scandaleux. Ça m'énerve profondément parce que je passe des journées à remplir des dossiers pour avoir des subventions. Pour par exemple la transformation de ma voiture qui coûte 9 000 €. J'ai le temps, je remplis un dossier, j'ai les finances qui me permettent de ne pas travailler ce jour-là, j'ai l'éducation et pour pouvoir comprendre ces papiers parce que c'est incompréhensible. Mais je me pense à toutes les mamans, enfin ou les papas, hein, ou les aidants tout simplement, qui sont dans ces cas-là et qui doivent travailler toute leur journée, qui financièrement n'arrivent pas à subvenir à tous les besoins des autres enfants, etc. C'est impossible en fait. C'est de garder son enfant chez soi, c'est impossible. Et je comprends qu'on laisse, entre guillemets laisser, hein, qu'on place son enfant dans un centre toute la journée, parce qu'en fait les familles n'ont pas la capacité, les outils, le temps, l'argent pour pouvoir s'occuper d'un petit être comme ça, et je trouve ça atroce. C'est pas normal. Et c'est pas normal que moi, qui suis un peu plus aisée, j'ai le temps et que je puisse trouver des aides, alors que les gens qui ont encore plus besoin ne pourront pas avoir cette possibilité. Ça me pardon, j'ai du mal à parler, mais ça m'énerve. Je trouve ça scandaleux en fait. Scandaleux. Est-ce que t'as déjà été vers des politiques ou quoi? Non, je n'ai parce que j'ai peur de ça, parce que je connais pas de gens au niveau de la politique. Je me dis mes seules armes pour le moment au jour d'aujourd'hui, puis faut la force, faut l'énergie, faut le temps. Faut le temps, oui. Parce que malgré tout, tu dis que t'as le temps, mais je trouve que tu bosses beaucoup aussi. Oui, j'essaie de travailler aussi. Oui, et puis ça me fait peur. Je pense, je connais pas cet univers-là. Donc, j'utilise mes outils au jour d'aujourd'hui qui sont... je suis actrice, j'utilise la caméra et voilà, je pose des vidéos. J'écris un film aussi. Je me dis, voilà, ce sont mes outils, mes armes, et je vais les utiliser. Et voilà, peut-être parfois maladroitement, je fais comme je peux, mais je me dis, on m'a donné ça et je vais utiliser ça. Je me dis, voilà. Moi, je trouve que tu le fais très, 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 très bien. Je suis devant l'Instagram, tu communiques bien. Et en plus, il y a de l'humour. Parce que ça, c'est hyper quand même important. C'est de pas avoir tout ce côté, c'est tellement dramatique. Déjà lourd et dramatique. Tout à fait. Donc, mais tu montres aussi le côté positif. Mais j'essaye. Et puis, c'est aussi très cathartique, hein, en fait. Voilà, c'est pour exorciser tout ça, et puis en fait d'essayer de transformer ces épreuves en une chance, parce que quelque part ce drame, je l'ai pas encore totalement assimilé, mais je sais que c'est une chance en fait. C'est une chance énorme pour moi de me construire, de m'améliorer, de voir le monde différemment. Ah, mes priorités ont bien changé, évidemment. On voit le monde autrement. Et je me dis, j'ai envie de donner ça aussi, d'essayer de trouver cette vision. Parce que le monde, c'est ça, en fait. On a tous nos petites croix à porter, on a tous nos drames. Mais le but dans la vie, je pense, c'est de voir qu'est-ce qu'on en retire de positif et de constructif. Et je sais que ma fille, c'est une chance. Voilà, tous les jours c'est un travail, mais je pense qu'il est essentiel, et ouais.
Et c'est là que je vois tes yeux qui brillent. Et puis, ça résume aussi l'émission et le podcast, puisque c'est vraiment ça, en fait. C'est ça que je veux faire passer. Et tu en es la preuve vivante. Est-ce que toi-même, tu es suivie? Alors, oui, j'ai demandé, mais pareil, j'avais vu un psy. D'ailleurs, j'en ai fait un sketch là-dessus, parce que j'avais été avec mon compagnon dans La vraie histoire. Et c'est lui qu'on avait accusé. On lui avait dit, mais si votre fille ne parle pas, c'est parce que vous n'exprimez pas vos émotions. Donc bonjour la culpabilité. On n'est pas vraiment allé chez le psy pour ça. Il nous a remetté une couche, il nous a dit des tas de trucs. Donc j'avais été un peu refroidie, alors que j'adore les psys. Hein. C'est vraiment quelque chose, même le développement personnel, tout ça. Mais là, j'en ai rencontré une qu'on m'a bien conseillée. J'ai recommencé il y a 2 semaines. Et je pense que ce sera une petite étincelle dans ma vie. Quand tu dis que t'écris un film sur cette histoire? Tout à fait. C'est aussi ma manière de déposer et d'ancrer du positif. Et oui, d'être dans la création, ça permet d'enlever toutes nos peurs et aussi de m'analyser, parce qu'en fait, en écrivant, je me rends compte aussi, tiens, il s'est passé ça dans ta tête. Oui, j'écris. J'avais déjà fait une première écriture avec un ami réalisateur. Ça n'a pas fonctionné, mais en fait, je sais pourquoi. Parce que c'était très lisse et très propre. Et là, j'ai tout repris depuis le début. C'est vraiment en 2.0. Et là, je parle avec mes tripes. Donc je vais vraiment chercher ce qu'il y a au fond pour essayer un peu de dire tout ce qu'on pense et qui n'est pas toujours permis de dire dans notre société, parce qu'on pense des choses parfois abominables. Et c'est dur, et en même temps on est des êtres humains. Et le fait de pouvoir exorciser et dépasser ça, parce qu'en fait c'est pas parce qu'on pense des choses qu'on les ressent ou qu'on a... Voilà, c'est autre chose, c'est le cerveau. Et voilà, c'est pour essayer de dépasser ça et puis essayer de créer un message d'amour, en fait, pour ma fille, pour mes proches, mais aussi pour moi. Voilà. Et créer une association, tu y as déjà pensé? Oui, j'y ai déjà pensé. Mais en fait, là, je n'ai pas le courage. Parce qu'il y a beaucoup d'administratifs. Je suis débordée par là. J'ai une amie sur Instagram qui parlait de tyrannie administrative. Et c'est ça, hein, dans le handicap, c'est vraiment ça. Tout le temps. Tout le temps. Je remplis des papiers pour tout le temps. C'est affolant. Et pour revenir, une petite étincelle qu'on a eue, qui est Karen, passe sa vie à faire ça, en fait. Mais c'est fou, hein. Oui. C'est scandaleux. C'est scandaleux, comme tu dis. C'est scandaleux. Pour peut-être que quelqu'un ne profite pas de la situation, mais qui va... Même pour avoir une chaise roulante, je veux dire, il y a un moment où mon enfant ne marche pas, une chaise roulante, point barre. Il faut pas aller chercher midi à 14h si c'est pour empêcher d'autres personnes personne va aller te demander une chaise roulante. Enfin, mais oui, mais voilà, association, c'est encore un investissement autre et ce sera peut-être pour un futur, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là dans l'immédiat? Oh, pas grand-chose, parce qu'en vrai, je suis heureuse. C'est dur, mais je reçois tellement d'amour autour de moi. J'ai beaucoup de chance, je suis très heureuse. La seule chose qui est dure pour moi, et je pense qu'il va être compliqué toute ma vie, c'est l'avenir de ma fille. L'avenir de mon autre fille, j'ai confiance, voilà, c'est la vie, elle aura, voilà, mais de mon autre fille, en fait, comme elle est très dépendante, j'espère me tromper, mais au jour d'aujourd'hui, elle serait peut-être dépendante toute sa vie. Et de ne plus être là, alors qu'elle a toujours besoin d'aide, ça c'est dur pour moi. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est pas tant à moi, c'est peut-être un bel avenir à Juliette. C'est ça, c'est ma pire peur. Mais moi, j'ai tout ce qu'il me faut, moi. C'est gentil. On va essayer de vivre au jour le jour. Je sais que c'est compliqué. Oui. Mais c'est de dire que tous les jours, il y a un sourire, tu lui apportes énormément, vous lui apportez énormément. Et je pense que c'est ça que tu dois retenir. C'est que tous les jours, cet enfant, elle a plein d'amour, en fait. Oui, mais elle m'en donne beaucoup. Voilà. Tellement. Et ce qui est merveilleux, c'est fou, c'est de voir comme toi, tu donnes aussi plein d'amour à tous ces enfants.
à la télé, en spectacle, parce que tu en donnes énormément, donc c'est magnifique. Et puis c'est super pour tes enfants aussi. Elles doivent être bien fières, parce que je suis sûre que Juliette peut pas communiquer, mais qu'il y a plein de choses dans son petit cœur. Oh oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Dans ses yeux, je m'accroche à ses yeux et son sourire à fond. Alors pour terminer, dis-nous où on peut te retrouver, dis-nous tous les réseaux sociaux où les gens justement qui vivent certainement des choses comme toi ou bien qui veulent mieux te connaître, où ils peuvent te retrouver. Oui, alors vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur @NathalieVTG et sur Facebook, Nathalie Van Tongelen. Voilà, j'ai 2 réseaux. Et oui, il y a des gens qui n'ont rien à voir, et c'est ça qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a des mamans ou d'autres personnes qui sont vraiment concernées, qui me partagent ça, mais tous les gens non concernés qui sont touchés et en fait que ça intéresse cette problématique, je trouve ça fantastique et je me dis l'humanité elle est là et c'est beau. Eh bien, on va terminer avec cette jolie phrase et te dire merci. J'étais très fière de te recevoir. Tu es une grande petite étincelle. Oh. Merci à toi Valérie, merci. Ça me touche tellement. Tout ce que tu me dis, évidemment, c'est des pics de bonheur. Merci, je t'embrasse. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.